J'ai mené une expérience de 7 ans avec des taux de cholestérol plus élevés que ceux que la plupart des médecins voient au cours de toute leur carrière. Mais lorsque j'ai subi une imagerie cardiaque avancée, il n'y avait absolument aucune plaque dans mon cœur. Mon cœur était étonnamment impeccable. Et j'aurais dû anticiper ce qui s'est passé après cela. Tout le monde a commencé à me demander mon secret. Comment construit-on un cœur qui semble résistant à la crise cardiaque, à l'athérosclérose? Alors, dans cette vidéo, je vais passer en revue certaines des stratégies les plus efficaces pour protéger la santé cardiovasculaire. Nous explorerons des aspects de la biologie cardiovasculaire rarement abordés en faculté de médecine, issus de milliers d'heures d'études et de centaines d'articles scientifiques. Mais par respect pour votre temps, je vais faire de mon mieux pour condenser les informations les plus utiles et les plus concrètes en 20 minutes. Allons-y, j'ai avec moi une petite boîte à outils. À l'intérieur, il y a 5 outils pour la santé du cœur. En fait, une inversion de la progression de la plaque, une réduction de 22% et une réduction de 36%. Pourquoi est-ce important? Un indicateur de mortalité et de risque cardiovasculaire que la plupart des médecins ignorent. Êtes-vous prêts pour ça? Avant de commencer, si vous souhaitez approfondir un sujet abordé dans cette vidéo ou explorer davantage avec moi la santé cardiaque, le métabolisme, la santé intestinale, cérébrale ou la longévité, consultez notre newsletter Stay Curious Metabolism. Il y a une raison pour laquelle elle est devenue en seulement 1 an la 2e newsletter scientifique la plus vendue au monde sur Substack. Les membres disent que c'est l'un des meilleurs investissements qu'ils aient jamais fait pour leur santé. Et honnêtement, c'est l'une des meilleures façons de soutenir le travail que nous faisons ici. Maintenant que cette parenthèse est close, nous allons l'aborder différemment. Au lieu de lister compléments et actions liées au mode de vie, j'ai une petite trousse à outils à présenter pour la santé cardiovasculaire. Je souhaite que ce soit visuel et nous allons l'explorer ensemble. À l'intérieur, il y a 5 outils pour la santé du cœur, chacun représenté par un objet différent dans ce sac mystère, ce qui nous amène à l'outil numéro 1, représenté par une cuillère. Ceci est de la nattokinase. Oui, il y a aussi une cuillère à glace dans ma boîte à outils, ne jugez pas. J'utilise cette cuillère à glace pour représenter la nattokinase parce que c'est l'un des rares composés qui pourrait réellement inverser la progression de la plaque ou, pour être imagé, retirer la plaque des artères. Par exemple, dans une grande étude humaine impliquant plus de 1000 participants, les personnes prenant une forte dose de nattokinase pendant 1 an ont montré quelque chose de frappant. Une régression de l'athérosclérose, c'est-à-dire de la maladie cardiaque. En utilisant l'imagerie par ultrason des artères carotides allant du cœur au cerveau, les chercheurs ont observé une réduction de 22% de l'épaisseur intima media des carotides et une réduction de 36% de la surface des plaques coronariennes. Même si ce n'est pas une étude parfaite, et qu'aucune étude n'est parfaite, il s'agit d'un résultat à ne pas négliger. Désolé, je devais le faire, mais c'est quoi exactement la nattokinase? C'est une enzyme dérivée d'un plat traditionnel japonais à base de soja fermenté, dont vous avez peut-être entendu parler, le natto. Il est consommé depuis plus de 1000 ans, et ce plat, le natto, lui-même, est en fait lié à des taux de mortalité cardiovasculaire inférieurs d'environ 25% par rapport à ceux qui ne consomment pratiquement pas de natto. Mais la façon dont la nattokinase, l'enzyme, agit pour protéger le cœur, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Il y a 3 effets principaux. Premièrement, une activité anticoagulante. La nattokinase fluidifie le sang, réduisant les risques de caillots et de dépôts artériels. Deuxièmement, la nattokinase réduit la pression artérielle, facteur de risque cardiaque, comme l'ont prouvé des essais contrôlés randomisés chez l'homme. Et c'est assez amusant, elle agit en inhibant une enzyme appelée enzyme de conversion de l'angiotensine, ou ECA. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est. En fait, son mécanisme d'action est comparable à celui de nombreux médicaments contre l'hypertension, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, ou IEC. On les reconnaît à leur nom, qui se termine par pril, comme le lisinopril. Je pourrais aller dans l'armoire à pharmacie de mes parents maintenant et y trouver du lisinopril. Mais en réduisant l'activité de l'enzyme de conversion de l'angiotensine ou ECA, la nattokinase permettrait aux artères de se détendre, ce qui abaisserait la pression artérielle et améliorerait par la même occasion le risque cardiovasculaire. Et enfin, troisièmement, la nattokinase peut réduire le stress oxydatif. Le stress oxydatif contribue aux lésions vasculaires, à l'inflammation et aux maladies cardiaques. La nattokinase renforce les défenses antioxydantes et protège ainsi les vaisseaux sanguins. J'imagine les radicaux libres rebondissant partout et la nattokinase agissant comme Pac-Man qui les engloutit. C'est un vrai couteau suisse, bien plus qu'une simple cuillère.
Néanmoins, cette convergence d'effets, l'action anticoagulante, la diminution de la pression artérielle, la protection contre le stress oxydatif, c'est ce qui permet à la nattokinase d'éliminer la plaque de vos artères. Pour de meilleurs effets, il faut sans doute des doses plus élevées, autour de 10 000 unités fibrinolytiques ou plus. Gardez cela en tête. Maintenant, explorons notre prochain outil. C'est une poche de glace. Ouh, c'est froid. J'utilise cette poche de glace pour illustrer le TUDCA. Oui, ma boîte à outils contient des objets étranges et je ne devrais sans doute pas y laisser une poche de glace, mais c'est ma façon d'être, vous le savez. Mais ce n'est pas le sujet. La raison pour laquelle je choisis cette poche de glace, c'est parce que ça devient vraiment très froid. La raison pour laquelle j'ai choisi cette poche de glace, c'est parce qu'un des aspects les plus intéressants du TUDCA, c'est ses effets sur l'inflammation, en particulier sa capacité à calmer l'inflammation à l'intérieur de la paroi des artères. Oui, nous osons. Le TUDCA est en fait une hormone intestinale qui peut être produite par votre microbiote, et c'est aussi un complément alimentaire. Mais passons à quelques données. Chez les animaux atteints de maladies cardiaques, si on leur administre du TUDCA, cela entraîne une réduction spectaculaire de la plaque artérielle ou une protection contre la formation de plaques artérielles. Vous pouvez le voir ici. Ce n'est pas en abaissant le cholestérol, mais en agissant sur l'intérieur de l'artère. Les dépôts graisseux apparaissent en rouge. Avec le TUDCA, les artères sont protégées. Ce n'est toujours pas un problème de cholestérol. Le cholestérol n'est pas ce qui cause directement les dépôts de plaques. En réalité, quand des particules de cholestérol pénètrent la paroi artérielle, certaines cellules immunitaires s'enflamment et deviennent agressives, un peu comme Bruce Banner qui se transformerait en minuscules petits micro-Hulk dangereux dans les artères. Je vais éviter d'autres termes techniques comme le stress du réticulum endoplasmique. L'essentiel est que le TUDCA apaise l'inflammation de la paroi de l'artère comme une poche de glace biologique. Et cela aide à prévenir la formation de ces cellules immunitaires agressives. On les appelle des cellules spumeuses, ces petits Hulk, et cela empêche leur formation dans les artères, ce qui limite finalement l'inflammation et la progression de la plaque. C'est un aspect, une façon d'aborder le TUDCA, mais c'est là que l'histoire du TUDCA prend en réalité une tournure inattendue, car il interagit également avec les statines. D'abord, rappelez-vous que le TUDCA est une hormone intestinale naturelle produite par votre microbiote. Voilà le point important. Il a été démontré que les statines réduisent les niveaux d'un composé cousin appelé UDCA. Et si UDCA et TUDCA vous semblent similaires, c'est parce qu'ils sont en fait la même chose, sauf que l'un a de la taurine, le T, attaché, qui peut être retiré, donc ils sont en quelque sorte interchangeables. Bref, pourquoi est-ce que cela compte? Parce que, et vous êtes prêts pour ça? Réduire les niveaux d'UDCA est une des façons dont les statines provoquent une résistance à l'insuline, augmentent la glycémie et réduisent les niveaux de l'hormone clé qui régule le métabolisme, le GLP-1. Oui, ce GLP-1-là, celui qui est associé à la plupart des médicaments populaires pour la perte de poids comme Ozempic, Wegovy, même Retatrutide. Pourquoi est-ce important? Parce que des dizaines de millions de personnes prennent des statines. Ces médicaments comptent parmi les plus rentables et causent un dysfonctionnement métabolique, notamment en diminuant l'UDCA. Ce n'est pas une invention de ma part. Cela a été démontré dans une étude humaine publiée dans une revue scientifique très respectée, Cell Metabolism. Honnêtement, je pense que c'est une honte et une tâche pour la science et la médecine que cette étude n'ait pas été suivie par une étude de confirmation plus large. Je pense que cela en dit long sur nos priorités. Cependant, le point important et la remarque percutante ici, c'est que le TUDCA réduit aussi l'inflammation dans vos artères. Et c'est un complément que vous pouvez acheter sur Amazon. Je n'ai aucun lien d'affiliation qui peut en fait inverser bon nombre des effets nocifs des statines, ce qui est assez incroyable quand on y pense. Et rapidement concernant le dosage, parce que je suis sûr que vous vous posez la question, avec le TUDCA, il est probablement judicieux de commencer avec une faible dose, 250 mg une fois par jour avec un repas. Vous pouvez augmenter de 250 mg par semaine selon la tolérance, jusqu'à un maximum de 1750 mg répartis en 2 ou 3 prises, bref, voilà pour les calculs de dosage. Petite parenthèse, vous remarquerez que tout au long de cette vidéo, je ne fais aucune recommandation de marque ou de produit, car je voulais me concentrer sur l'aspect éducatif, mais suite aux nombreuses questions reçues dans la newsletter, j'ai ajouté plus d'informations ci-dessous et là-bas. Vous pouvez les consulter si vous cherchez des éléments spécifiques et des suggestions de marque. Mais qu'y a-t-il ensuite dans notre boîte? Nous avons, tiens, un chargeur. Ce chargeur représente en fait toute une catégorie d'outils associés à un marqueur fascinant, la variabilité de la fréquence cardiaque. J'explique la variabilité de la fréquence cardiaque ou VFC en détail dans une autre vidéo à regarder après celle-ci, où je partage aussi une histoire folle sur Starbucks. Ce café a failli me tuer.
La variabilité de la fréquence cardiaque désigne les petites fluctuations d'un instant à l'autre du temps entre les battements de cœur. De façon remarquable, la variabilité de la fréquence cardiaque prédit la mortalité et le risque cardiovasculaire. Au début, cela peut paraître contre-intuitif, mais votre cœur n'est pas juste une pompe isolée battant dans le vide. Je vais poser ça maintenant. Il est profondément connecté au reste de votre biologie, en particulier à votre système nerveux, qui influence en permanence la façon dont votre cœur fonctionne, s'adapte, récupère et, en fin de compte, se porte bien ou finit par défaillir. La variabilité de la fréquence cardiaque, ou VFC, est essentiellement une signature de la santé et de la résilience de la connexion entre votre système nerveux et votre cœur. En général, une faible variabilité de la fréquence cardiaque indique un risque accru de crise cardiaque et de décès, tandis qu'une variabilité élevée reflète une meilleure résilience cardiovasculaire. Et il est important de noter que la VFC est modifiable. Vous pouvez l'augmenter, vous pouvez l'améliorer. Voici 2 méthodes très efficaces pour y parvenir. Le premier, c'est l'exercice physique, et plus particulièrement le cardio en zone 2. Il s'agit d'un effort réalisé à environ 60 à 70% de votre fréquence cardiaque maximale. Concrètement, vous devriez généralement être capable de tenir une conversation pendant l'effort. Pensez au vélo à intensité modérée, au jogging léger, ou encore à marcher avec un gilet lesté sur une légère pente, tout en regardant cette vidéo sur votre téléphone. Ce n'est pas que je vous donne des idées, bien sûr. Quoi qu'il en soit, ce type d'entraînement augmente régulièrement la variabilité de la fréquence cardiaque, ce que je considère comme une bonne chose. Les oméga 3 présents dans les compléments ou poissons gras comme mes sardines préférées peuvent aussi améliorer la variabilité de la fréquence cardiaque en plus de l'exercice. Ils changent littéralement la façon dont vos cellules se comportent, aussi bien vos cellules cérébrales que vos cellules cardiaques. Ils le font en s'intégrant dans les membranes cellulaires et en modifiant la fluidité de la membrane. C'est comme si les oméga 3 envoient vos membranes cellulaires à un cours de yoga pour les rendre plus souples, et cela modifie le fonctionnement cardiaque et neuronal. Les oméga 3 peuvent aussi réduire l'inflammation, laquelle pourrait sinon diminuer la VFC. Les oméga 3 s'accumulent dans le cerveau, surtout dans le tronc cérébral, et peuvent ainsi renforcer la fonction du nerf vague qui relie directement le cerveau au cœur. Si vous me permettez une petite digression intellectuelle, il existe un lien vraiment intéressant entre les oméga 3 et les statines, ce qui concerne surtout la moitié d'entre vous. Savez-vous laquelle? Les femmes. Quelque chose que la plupart des médecins ignorent, et je suis surpris que ce ne soit pas enseigné à la faculté de médecine, c'est que les statines, qui encore une fois sont prescrites à des dizaines de millions de personnes, ont la plus forte probabilité de nuire davantage aux femmes qu'aux hommes, provoquant des problèmes musculaires, augmentant la glycémie, et la raison en est alarmante et concerne les oméga 3. Vous voyez, les femmes ont 2 chromosomes X et les hommes en ont 1, ainsi qu'un petit chromosome Y. Et cette différence signifie que les femmes ont un dosage plus élevé de certains gènes, ceux qui se trouvent sur le chromosome X. Oui, pour ceux qui s'y connaissent en inactivation du chromosome X, bien joué. Toutefois, tous les gènes du 2e chromosome X ne sont pas entièrement inactivés, donc mon point reste valable. Bref, un des gènes dont le dosage est plus élevé chez les femmes est impliqué dans la synthèse des oméga 3, y compris la production des oméga 3 à longue chaîne, que l'on trouve dans le poisson, le DHA. Maintenant, voici le point essentiel. Les recherches montrent que les femmes qui présentent une augmentation de la glycémie sous statine ont également tendance à avoir des taux d'oméga 3 plus réduits, notamment de DHA, en raison de cette interaction entre les statines et les chromosomes sexuels. Donc la solution est évidente, non? On peut simplement donner un peu d'huile de poisson, du DHA, ou suivre un régime de sardines. Bienvenue au défi sardines. Pendant 3 jours, seules des sardines seront au menu. Pour les femmes prenant des statines ou connaissant des femmes concernées, l'huile de poisson ou un supplément d'oméga 3 est très recommandé, tant pour la variabilité de la fréquence cardiaque que pour limiter certains effets négatifs des statines sur la glycémie. Ensuite, dans notre sac, nous avons une paille. À quoi servent les pailles? Elles aspirent. C'est une bonne métaphore pour la berbérine, notre prochain composé. C'est une paille flexible. Vous verrez pourquoi dans un instant, restez avec moi. La berbérine est fascinante parce qu'elle peut améliorer le contrôle de la glycémie, et la régulation de la glycémie est vraiment importante pour la santé cardiovasculaire, mais la berbérine peut aussi faire baisser le cholestérol LDL et l'ApoB. C'est un peu comme une statine, mais aussi très différent. Le mécanisme par lequel la berbérine réduit le LDL et l'ApoB m'intéresse beaucoup, car il diffère de tous les hypocholestérolémiants connus. Voici l'idée de base. Les particules de LDL circulent dans votre sang en transportant du cholestérol. L'un des moyens par lesquels votre corps les élimine, c'est grâce au récepteur LDL. Je vais poser ça maintenant, je m'amuse trop. L'un des moyens par lesquels votre corps les élimine, c'est grâce au récepteur LDL à la surface de votre foie. Ils attrapent les particules et les aspirent hors de la circulation, d'où l'effet d'aspiration.
Maintenant, ces récepteurs LDL, ces pailles aspirantes, sont constamment construits et dégradés. Ils se renouvellent. Et voici le point clé. Pour fabriquer plus de récepteurs LDL, plus de pailles pour aspirer les particules de LDL, la cellule a besoin d'un plan, d'un transcrit d'ARNM qui sert en gros de plan pour la machinerie cellulaire afin de construire les récepteurs LDL. Alors, imaginez cela comme une chaîne de montage. Et plus longtemps le plan survit, plus longtemps les ouvriers de l'usine peuvent travailler pour fabriquer davantage de récepteurs. Ce que la berbérine semble faire, c'est qu'elle protège ce plan pour fabriquer le récepteur LDL. Plus précisément, elle stabilise le transcrit d'ARNM du récepteur LDL et cela prolonge considérablement sa durée de vie, d'environ 3 fois. Cela signifie que les cellules du foie peuvent produire davantage de récepteurs LDL car les ouvriers ont plus de temps avec le plan du récepteur, ce qui leur permet de fabriquer davantage de pailles aspirantes capables de retirer du sang les particules LDL contenant du cholestérol. Sur le plan mécanistique, c'est très élégant et surtout très différent des statines ou autres médicaments. Les statines, par exemple, induisent une carence relative en cholestérol dans la cellule hépatique en bloquant sa synthèse, entraînant une réponse compensatoire. Mais la berbérine agit différemment. Contrairement aux statines, la berbérine tend à améliorer plutôt qu'aggraver des marqueurs métaboliques comme la sensibilité à l'insuline et la glycémie. Et cette combinaison fait de la berbérine un outil vraiment remarquablement intéressant. Des essais contrôlés montrent que la berbérine peut réduire le cholestérol LDL jusqu'à 25%, parfois autant ou plus que certains traitements pharmaceutiques. Mais cela nous amène à notre dernier objet dans le sac. Pouvez-vous deviner ce que c'est? Mettez la vidéo en pause, les gars. Non, pas vraiment. Du ruban adhésif. Celui-ci fonctionne par analogie, par inversion. Car l'outil que nous allons aborder est modeste et incompris. La vitamine C agit en fait contre une autre molécule semblable à un ruban adhésif qui est devenue de plus en plus importante et redoutée en cardiologie, Lp(a). Peut-être que vous en avez entendu parler. La Lp(a) est essentiellement une particule semblable au LDL qui circule dans votre sang, sauf qu'elle transporte une queue supplémentaire très collante appelée apolipoprotéine petit a, et cette structure semble la rendre problématique, disons. Les taux élevés de Lp(a) sont maintenant reconnus comme un facteur de risque génétique indépendant pour les maladies cardiovasculaires, crise cardiaque et AVC. Et j'ai un taux élevé de Lp(a), donc c'est un sujet qui m'intéresse personnellement. Cela peut augmenter le risque de crise cardiaque jusqu'à 230%. Mais où la vitamine C entre-t-elle en jeu? Eh bien, il existe une hypothèse fascinante, défendue notamment par le double lauréat du prix Nobel, Linus Pauling. Elle propose que la vitamine C pourrait aider à contrer ou neutraliser certains des effets nocifs de la Lp(a). En fait, on pense que la Lp(a) pourrait fonctionner comme une sorte de substitut évolutif à la vitamine C. Fait intéressant, les animaux produisant leur propre vitamine C ne fabriquent pas de Lp(a), ce qui concerne la majorité des mammifères. Les animaux incapables de fabriquer la vitamine C, comme les humains et les cochons d'Inde, produisent de la Lp(a). En résumé, quand la vitamine C manque, la Lp(a) peut stabiliser les vaisseaux sanguins abîmés, agissant comme une rustine biologique temporaire, semblable à du ruban adhésif. Cela évite de mourir sur le coup ou de saigner à mort, mais peut aussi causer la mort lente car la plaque s'accumule dans les artères à cause de l'effet collant. Par exemple, quand les cochons d'Inde manquent de vitamine C, ils produisent de la Lp(a) et développent vite l'athérosclérose, une maladie cardiaque liée à des plaques riches en Lp(a). Inversement, lorsque les cochons d'Inde reçoivent de la vitamine C, très peu de Lp(a) se dépose dans les artères. C'est une tendance frappante. Maintenant, de telles expériences sont difficiles à réaliser chez l'humain vivant, mais pour simplifier, la vitamine C peut rendre la Lp(a) moins collante. Mais il y a encore plus. La vitamine C réduit le stress oxydatif, agissant comme un antioxydant, et elle favorise l'oxyde nitrique et donc la circulation sanguine, ce qui est en fait une autre façon dont la Lp(a) impacte négativement la santé cardiovasculaire. Donc, c'est un double effet contre la Lp(a). Tout cela signifie que la vitamine C peut améliorer la circulation sanguine et favoriser une paroi vasculaire plus saine et mieux protégée. Mais le dosage est important. 500 mg 2 fois par jour est un bon point de départ. Vous pouvez passer à 1000 mg 2 fois par jour si vous le souhaitez. Fractionner la dose améliore la tolérance digestive et l'absorption. Et voici une autre petite parenthèse. Cette dose totale de 2000 mg, soit 2 grammes, pourrait avoir un tout autre effet. Des recherches vraiment incroyables publiées plus tôt cette année, que j'ai abordées dans une autre vidéo, la vitamine C. La vitamine C, oui, mais ne vous laissez pas tromper par l'apparente banalité de cette molécule. Cela suggère que la vitamine C pourrait aider à améliorer la durée de vie en bonne santé.
Le mécanisme est vraiment fascinant. Vous voyez, en vieillissant, nos cellules commencent à accumuler du fer, ce qui active une voie dans les cellules appelée ferrovieillissement, ferro signifiant fer. La solution ne semble pas être de manger moins de fer, mais c'est plutôt un problème de séquestration du fer, où les cellules agissent comme des coffres-forts à fer. Et cette accumulation actionne un interrupteur qui accélère le vieillissement dans les cellules, ce qui accélère le vieillissement biologique. Les chercheurs ont donc cherché un moyen de désactiver cet interrupteur du vieillissement et ont découvert que la vitamine C pouvait s'y lier et l'éteindre d'une façon inédite, comprise seulement cette année. Les chercheurs ont même mené des expériences à long terme chez des singes et ont découvert qu'une forte dose de vitamine C, l'équivalent humain de 2 grammes par jour, pouvait ralentir la réduction du volume cérébral. La vitamine C pourrait soutenir la santé cardiaque, cérébrale, le vieillissement, ainsi que la longévité et la durée de vie en bonne santé. Et aussi, si vous faites le calcul, cette dose quotidienne de 2 grammes coûte environ 6 centimes par jour. Question rapport qualité-prix, difficile de faire mieux. C'est assez fou. Maintenant, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Et si c'est le cas, ma dernière demande est de bien vouloir vous abonner et laisser un like. Cela soutient vraiment notre travail sur cette chaîne et ailleurs. Restez curieux, merci d'avoir appris avec moi.